Avez-vous déjà imaginé qu'une simple décision pourrait changer le destin d'une famille entière, sans que personne ne le sache? En avril 1924, dans un petit village de Normandie, une famille se prépare à partir pour un travail saisonnier dans les champs. Mais regardez bien la photo prise ce jour-là. Un petit garçon de 8 ans, presque caché dans l'ombre de la maison, porte un secret. Dans 3 minutes, il fera un choix qui marquera à jamais la vie de ses proches. Ce secret ne sera révélé que des années plus tard. Mais comment ce garçon a-t-il pris une telle décision? Et pourquoi a-t-il choisi de rester en arrière, loin de sa famille? Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée inspirée de faits réels. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Chaque histoire partagée ici a un impact profond, et votre engagement nous aide à créer plus de récits comme celui-ci. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce mystère? Cette photographie a été prise en avril 1924 devant une modeste maison en pierre de Saint-Aubin-sur-Mer, en Normandie. On y voit une famille sur le point de partir, une charrette chargée derrière eux. Mais regardez bien l'enfant à l'arrière, presque caché dans l'ombre de la maison. Ce garçon de 8 ans tient quelque chose dans sa poche et son regard dit ce que personne n'a compris ce jour-là. Dans 3 minutes, cette famille va se séparer. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi ce petit garçon sourit sur cette photo alors qu'il sait déjà qu'il ne montera jamais dans cette charrette. La photographie a été retrouvée en 1987 dans une vieille boîte en fer blanc au fond d'un grenier de Caen. Les archives municipales de Saint-Aubin-sur-Mer ont permis d'identifier la famille. Il s'agit d'Émile Roche, 31 ans, menuisier sans emploi, et son épouse Blanche, 28 ans, et de leurs 2 enfants. Mais regardez encore ce sourire de l'enfant dans l'ombre. C'est le sourire de quelqu'un qui garde un secret terrible. Un secret qui pourrait détruire sa famille s'il était découvert. Ce garçon s'appelle René Roche. Il a 8 ans, il est maigre, porte un manteau délavé trop grand pour lui, et dans sa poche droite se trouvent 2 objets qui vont changer le destin de toute sa famille. Le premier est une clé rouillée. Le second, un petit coquillage que sa petite sœur Lucienne lui a donné en disant que c'était pour le protéger. Mais protéger de quoi? René sait déjà que, dans quelques instants, il devra choisir entre sauver sa famille ou la voir s'effondrer. À côté de lui sur la photo, tenant la main de leur mère, se trouve Lucienne. 5 ans, des cheveux clairs attachés par un ruban bleu, un sourire innocent. Elle tient un petit paquet enveloppé dans du tissu, cadeau d'une voisine pour le voyage. Elle ne sait pas encore que son grand frère ne viendra pas. Elle ne sait pas qu'elle vient de lui dire au revoir pour la dernière fois avant des mois. Les registres paroissiaux de l'époque montrent que la famille Roche vivait dans cette maison depuis 1919, après le retour d'Émile de la guerre. Une famille comme tant d'autres dans cette France de 1924 qui tentait encore de cicatriser les plaies du conflit. Émile Roche se tient droit sur la photographie, regardant vers la route qui mène à Caen. Ancien soldat, il avait travaillé pendant 4 ans au chantier naval réformé par la préfecture. Puis en janvier 1924, les contrats ont été résiliés. Les dossiers du bureau du travail de Caen confirment que 63 hommes ont perdu leur emploi ce mois-là. Émile était l'un d'eux. Depuis, il cherchait, frappait aux portes, proposait ses services. Mais les commandes étaient rares et les bouches à nourrir nombreuses. Ce jour d'avril 1924, il avait accepté une proposition risquée. Un contremaître de la région de Caen cherchait des familles entières pour 3 mois de travail saisonnier dans les récoltes. Le salaire était maigre, les conditions difficiles, mais c'était mieux que rien. Blanche avait hésité. Partir signifiait laisser leur maison vide, leurs quelques biens sans surveillance, leur vie suspendue. Mais que faire d'autre? Les témoignages de l'époque recueillis par les historiens locaux décrivent ces migrations saisonnières comme une réalité brutale pour des milliers de familles normandes. Blanche Roche, sur la photographie, tient fermement la main de sa fille. Son visage montre une fatigue que même le photographe amateur n'a pas pu masquer. Depuis des mois, elle vendait leurs vêtements usagés aux voisins pour acheter du pain. Elle cousait jusqu'à minuit pour réparer les chemises d'Émile.
Les lettres qu'elle a écrites à sa sœur à Paris, conservées dans les archives familiales, révèlent son épuisement. Dans l'une d'elles, datée de mars 1924, elle écrit que René lui semble étrangement absent ces derniers temps, comme s'il cachait quelque chose. Elle avait raison. René cachait effectivement quelque chose d'énorme, quelque chose qui le rongeait depuis l'hiver précédent. Un secret qu'il n'avait partagé avec personne, pas même avec Lucienne qui était sa confidente habituelle, car René avait pris une décision qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à prendre. Il avait choisi de sauver sa famille. Mais pour cela, il devait accepter de la perdre. Depuis novembre 1923, René se levait chaque matin à 5 heures. Pendant que ses parents dormaient encore, il sortait par la porte arrière et marchait 15 minutes dans le froid jusqu'à une petite menuiserie au bout du village. Là, M. Darcourt, 63 ans, veuf depuis 1920, tenait un atelier qui périclitait lentement. Les registres commerciaux de Saint-Aubin montrent que Darcourt avait été un artisan respecté, mais que son activité avait chuté de moitié depuis qu'il souffrait de rhumatisme. René avait commencé par proposer de balayer l'atelier, puis de porter les planches, puis de nettoyer les outils. Darcourt, d'abord réticent, avait fini par accepter cette aide inespérée. Le vieil homme ne pouvait plus soulever les grosses poutres, ne pouvait plus rester debout des heures durant. René était devenu ses bras, ses jambes, sa force, et en échange, Darcourt lui glissait quelques pièces. Pas beaucoup. Juste assez pour que René puisse acheter du lait et du pain qu'il ramenait discrètement à la maison, faisant croire à sa mère qu'une voisine les avait offerts. Mais René avait menti. Il avait dit à sa mère qu'il jouait avec les autres enfants du village. Il avait caché son travail parce que Blanche le lui avait formellement interdit. Lorsqu'elle avait appris qu'un voisin employait son fils de 9 ans à la ferme, elle avait été catégorique. Pas question que René travaille. Il était trop jeune, trop fragile, trop précieux. Les témoignages recueillis auprès des descendants des familles de l'époque confirment que cette interdiction était courante chez les mères, même si la réalité économique forçait souvent les enfants à travailler en cachette. Ce que René avait compris, et que ses parents ignoraient, c'est que M. Darcourt dépendait totalement de lui maintenant. Sans René, l'atelier fermerait. Et si l'atelier fermait, il n'y aurait plus aucun travail stable pour Émile à son retour de la récolte. Car Darcourt avait fait une promesse à René. Dès qu'Émile reviendrait, il lui proposerait un contrat d'apprenti. Un vrai emploi. Stable, digne. Mais cette promesse n'existait que si l'atelier restait ouvert. Et l'atelier ne resterait ouvert que si René restait. Voilà le piège. Voilà le secret que ce garçon de 8 ans portait seul depuis des semaines. Il devait choisir. Partir avec sa famille et condamner leur avenir. Ou rester seul et leur offrir une chance de recommencer. Le poids de cette décision était visible dans ses yeux sur cette photographie. Un poids qu'aucun enfant ne devrait porter. La charrette était prête à partir. Le photographe amateur, un voisin qui possédait un des rares appareils du village, avait proposé d'immortaliser ce départ. Un souvenir pour la famille Roche avant leur absence. Émile avait accepté. Il se tenait droit, essayant de paraître fort. Blanche serrait la main de Lucienne. Et René était là, à l'arrière, presque hors du cadre, comme s'il savait déjà qu'il n'appartenait plus vraiment à cette scène. Lorsque le cliché fut pris, Émile se tourna vers son fils. « Allez René, monte. Il faut partir avant que la pluie arrive. » Le ciel s'assombrissait effectivement. Les nuages bas annonçaient une averse. La route vers Caen deviendrait boueuse, dangereuse. René regarda son père, puis sa mère, puis sa petite sœur qui lui faisait signe de se dépêcher. Et il dit simplement « Je reviens tout de suite. Je dois aller prévenir le voisin qu'on part. » C'était un mensonge. René n'allait prévenir personne. Il allait disparaître dans l'ombre de la maison, courir vers la menuiserie et ne pas revenir. Émile haussa les épaules. « D'accord, mais fais vite. » Blanche fronça les sourcils. « René, mon chéri, tu es sûr ?»« Oui, maman, j'arrive. » Et il partit en courant, serrant dans sa poche la clé rouillée et le petit coquillage de Lucienne. La pluie commença à tomber, de grosses gouttes lourdes qui tambourinaient sur le toit de la charrette. Émile s'impatienta. « René, où es-tu ?» Pas de réponse.
Blanche descendit de la charrette, marcha jusqu'à l'arrière de la maison. Rien. René. Reviens mon chéri. Le voisin lui dit que le garçon était peut-être allé aux latrines, qu'il fallait partir maintenant. Sinon, il n'arriverait pas avant la nuit. Émile hésita. Blanche regarda une dernière fois vers la maison vide. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Mais la pluie redoublait. Lucienne commençait à pleurer, et le contremaître les attendait. Il ne pouvait pas rater cette chance. Émile prit la décision. On y va. René nous rejoindra plus tard avec Madame Lenoir. Notre voisine l'emmènera. Blanche monta dans la charrette, le cœur serré. Et ils partirent, laissant derrière eux un garçon de 8 ans qui venait de sacrifier son enfance pour sauver sa famille. Cette photographie est devenue le dernier moment où la famille Roche fut réunie. Mais personne ne le savait encore ce jour-là. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Et surtout, personne ne pouvait deviner que ce petit garçon caché dans l'ombre venait de prendre la décision la plus courageuse et la plus déchirante de toute sa courte vie. Pour comprendre ce que René venait de faire, il faut remonter 6 mois en arrière. Novembre 1923. La France tentait encore de se reconstruire après la Grande Guerre. Les villes comme Saint-Aubin-sur-Mer portaient les cicatrices invisibles du conflit. Chaque famille avait perdu quelqu'un. Chaque rue avait son lot de veuves et d'orphelins. Les statistiques officielles du ministère du Travail de l'époque montrent que le chômage touchait près de 30% des ouvriers qualifiés dans les régions côtières. René avait remarqué que son père ne dormait plus. La nuit, il entendait Émile marcher dans la cuisine, assis à la table, silencieux. Parfois, il entendait sa mère pleurer doucement. Elle essayait de ne pas faire de bruit, mais René avait le sommeil léger. Il savait que ses parents vendaient tout ce qu'ils pouvaient pour acheter de quoi manger. Il savait que Blanche avait vendu son alliance en or, celle que son père lui avait offerte avant de partir à la guerre. Elle avait dit aux voisins qu'elle l'avait perdue. Mais René avait vu la transaction avec le bijoutier du village. Un matin de novembre, René était sorti tôt pour ramasser du bois pour le feu. Il avait entendu une conversation entre son père et M. Darcourt devant la menuiserie. Darcourt disait qu'il devait fermer l'atelier, qu'il ne pouvait plus travailler seul, qu'à son âge, avec ses mains déformées par les rhumatismes, il ne pouvait plus tenir une scie, encore moins porter des planches. Les archives du syndicat des artisans de Caen révèlent que 23 ateliers ont fermé cette année-là dans la région, principalement à cause du vieillissement des artisans et du manque de main-d'œuvre. Émile avait répondu qu'il aurait aimé l'aider, mais qu'il cherchait lui-même du travail. Darcourt avait hoché la tête, tristement. « Je sais, Émile, si seulement j'avais un apprenti, quelqu'un pour m'épauler quelques mois, je pourrais finir mes commandes et te proposer quelque chose de stable ensuite. Mais qui voudrait d'un vieux comme moi ?» René avait écouté, caché derrière le mur. Et c'est là que l'idée avait germé dans sa tête. Une idée folle, une idée dangereuse, une idée qui allait changer sa vie. Le lendemain matin, avant l'aube, René avait frappé à la porte de l'atelier de Darcourt. Le vieil homme avait ouvert, surpris de voir ce petit garçon dans le froid. « Monsieur Darcourt, je peux vous aider. » Darcourt avait souri gentiment. « Tu es gentil, mon petit, mais ce n'est pas un travail pour un enfant. » René avait insisté. « Je peux porter les planches, je peux balayer, je peux nettoyer les outils. Je suis fort, regardez. » Et René avait soulevé un sac de sciure qui pesait bien 10 kilos. Darcourt avait ri. « Tu es courageux. Mais ta mère ne sera pas d'accord. » René avait menti pour la première fois de sa vie. « Elle sait. Elle m'a dit que je pouvais venir vous aider. » Darcourt avait hésité, puis avait accepté. « D'accord. Mais juste quelques heures le matin. Et je ne peux pas te payer beaucoup. » René avait souri. « Je ne veux pas être payé. Je veux juste apprendre. » C'était un second mensonge. René voulait être payé. Il voulait aider sa famille. Mais il savait que s'il demandait de l'argent tout de suite, Darcourt comprendrait que sa mère n'était pas au courant. Alors il avait attendu. Il avait travaillé pendant 2 semaines sans rien demander. Puis un matin, Darcourt lui avait glissé quelques pièces. « Pour ton effort. » René les avait prises, le cœur battant. Et le soir même, il avait acheté du pain et du lait qu'il avait rapporté en disant qu'une voisine les avait offerts. Blanche avait froncé les sourcils. Quelle voisine?
Madame Lenoir, avait répondu René. Blanche était allée remercier Madame Lenoir le lendemain. La vieille femme, ne comprenant pas de quoi il s'agissait, avait simplement souri et dit qu'elle était heureuse d'aider. René avait eu de la chance, mais il savait que ce mensonge ne tiendrait pas éternellement. Les correspondances retrouvées entre les familles du village montrent que l'entraide était courante, mais aussi que les ragots circulaient vite. Les semaines avaient passé. René continuait son double jeu. Le matin, il se levait à 5 heures, travaillait 3 heures à la menuiserie, puis rentrait en prétendant avoir joué avec les autres enfants. Il maigrissait. Ses mains se couvraient de petites coupures et d'échardes. Un soir, Blanche avait remarqué ses paumes blessées. « Qu'est-ce que tu as fait, mon chéri ?» René avait inventé une histoire de jeu avec des branches. Elle l'avait cru, mais elle s'inquiétait. Son fils semblait de plus en plus fatigué et de plus en plus distant. Ce que René ne pouvait pas dire, c'est qu'il portait un poids immense pour son âge. Chaque matin, en marchant vers la menuiserie dans le froid et la brume, il pensait à son père. Il pensait à cette conversation qu'il avait entendue. D'Harcourt qui disait qu'avec un apprenti, il pourrait offrir un travail stable à Émile. René s'était convaincu que s'il travaillait assez dur, s'il aidait assez d'Harcourt, alors l'atelier resterait ouvert. Et quand son père reviendrait de n'importe quel travail temporaire, il pourrait enfin avoir une vraie place, un vrai métier, une vraie dignité. Mais en janvier 1924, tout avait basculé. Émile avait perdu son emploi au chantier naval. La préfecture avait décidé de réduire les budgets. Les contrats avaient été résiliés du jour au lendemain. Émile était rentré ce soir-là, le visage défait. Blanche n'avait rien dit. Elle l'avait juste serré dans ses bras. René, caché derrière la porte de sa chambre, avait entendu son père pleurer. C'était la première fois qu'il entendait un homme pleurer. Et ce son l'avait terrorisé plus que n'importe quoi d'autre. Les semaines suivantes avaient été un cauchemar. Émile cherchait du travail partout. Il proposait ses services dans les fermes, chez les commerçants, au dock. Rien. La crise économique touchait tout le monde. Les archives de la Chambre de commerce de Caen indiquent qu'en 1924, plus de 200 familles de la région ont dû recourir à l'aide communale pour survivre. La famille Roche était proche de ce point de rupture. Un soir de mars, René avait entendu une nouvelle conversation. Émile parlait d'une proposition de travail saisonnier dans les récoltes près de Caen. 3 mois. Toute la famille devrait partir. Blanche hésitait. Laisser la maison vide, c'était risquer de la perdre. Mais rester sans argent, c'était mourir à petit feu. René avait compris immédiatement. Si son père partait 3 mois, l'atelier de D'Harcourt fermerait. Et s'il fermait, il n'y aurait plus rien à leur retour. C'est cette nuit-là que René avait pris sa décision. Il ne partirait pas. Il resterait pour maintenir l'atelier ouvert. Il resterait pour que son père ait un avenir à son retour. Mais comment expliquer cela à ses parents sans révéler son secret? Comment dire à sa mère qu'il travaillait depuis des mois en cachette? Comment avouer qu'il avait menti? René ne trouvait pas les mots. Alors il avait décidé de ne rien dire, de laisser croire qu'il les rejoindrait plus tard, et de disparaître au dernier moment. Les jours avant le départ avaient été terribles pour René. Il voyait sa petite sœur Lucienne préparer ses affaires avec excitation. Elle pensait que ce serait une aventure. Elle ne comprenait pas la gravité de la situation. Elle avait 5 ans. Pour elle, partir signifiait découvrir de nouveaux endroits, rencontrer d'autres enfants. Elle avait même donné à René son coquillage préféré, celui qu'elle avait trouvé sur la plage l'été précédent. Pour te protéger, grand frère. René l'avait mis dans sa poche, et chaque fois qu'il le touchait, il avait envie de pleurer. La veille du départ, René était allé voir Monsieur d'Harcourt. Il lui avait dit, sans mentir cette fois, « Monsieur, je ne vais pas partir avec ma famille, je vais rester pour vous aider. » D'Harcourt avait été choqué. « René, tu ne peux pas faire ça, ta famille a besoin de toi. » René avait secoué la tête. « Non, monsieur. Ma famille a besoin que l'atelier reste ouvert. Si vous fermez, mon père n'aura rien à son retour. » D'Harcourt avait regardé ce garçon de 8 ans, ce petit être qui parlait avec une maturité déchirante. « Tu en as parlé à tes parents ?» avait demandé d'Harcourt. « Non » avait répondu René. « Et vous ne devez rien leur dire. Promettez-le-moi. »
Darcourt avait voulu refuser. Mais il avait vu dans les yeux de René une détermination qu'il n'avait jamais vue chez un enfant. Une résolution qui lui avait rappelé les jeunes soldats partant à la guerre, sachant qu'ils ne reviendraient peut-être pas. Et il avait promis. « D'accord, René. Mais je veillerai sur toi comme sur mon propre fils. » René avait hoché la tête. « Merci, monsieur. » Le lendemain matin, avril 1924, la photographie avait été prise. René y apparaît, tenant dans sa poche la clé de l'atelier que Darcourt lui avait donnée et le coquillage de Lucienne. 2 objets, l'un symbolisant son sacrifice, l'autre symbolisant ce qu'il perdait. Et quand son père l'avait appelé pour monter dans la charrette, René avait prononcé les mots qu'il avait répétés 100 fois dans sa tête. « Je reviens tout de suite. » Puis il avait couru vers l'arrière de la maison, couru vers la menuiserie, couru loin de sa famille. La pluie avait commencé à tomber, froide et violente. René était arrivé trempé chez Darcourt. Le vieil homme l'avait accueilli, une couverture à la main. « Tu es sûr de ton choix ?» René avait hoché la tête, tremblant. « Oui, je suis sûr. » Et alors qu'il entendait au loin le bruit de la charrette qui s'éloignait, René s'était laissé tomber sur une chaise et avait pleuré. Pleuré pour la première fois depuis des mois. Pleuré parce qu'il venait de perdre sa famille pour essayer de la sauver. Les premiers jours sans sa famille furent les plus difficiles de la vie de René. Darcourt l'avait installé dans une petite pièce à l'arrière de l'atelier, un ancien débarras qu'il avait transformé en chambre de fortune. Un matelas posé sur des planches, une couverture en laine, une bougie. C'était spartiate, mais c'était sec et chaud. René s'allongeait chaque soir en pensant à Lucienne. Où dormait-elle? Avait-elle peur? Pensait-elle à lui? Les témoignages d'enfants ayant vécu des séparations familiales à cette époque, recueillis par des historiens sociaux, décrivent tous ce même sentiment d'arrachement. Le matin du 2e jour, René s'était réveillé avec une boule dans la gorge. Il avait travaillé comme d'habitude, portant les planches, nettoyant les outils, balayant la sciure. Mais ses gestes étaient mécaniques. Darcourt l'observait, inquiet. « Tu veux en parler ?» René avait secoué la tête. « Non, monsieur. Je veux juste travailler. » Darcourt n'avait pas insisté. Il comprenait que ce garçon avait besoin de temps. Besoin de se prouver que son sacrifice valait la peine. La première semaine, plusieurs voisins étaient venus à l'atelier commander des réparations. Une table à restaurer, des volets à fabriquer, une armoire à réparer. Darcourt prenait les commandes et René l'aidait. Le vieil homme lui montrait comment tenir un rabot, comment mesurer une planche, comment choisir le bon bois. René apprenait vite. Ses petites mains habiles devenaient de plus en plus précises. Darcourt était impressionné. « Tu as un don, mon garçon. Tu seras un excellent menuisier un jour. » René avait souri pour la première fois depuis le départ de sa famille. Mais la nuit, seul dans sa petite pièce, René pleurait. Il sortait le coquillage de sa poche et le serrait fort. Il imaginait Lucienne dans les champs, courant entre les rangs de blé. Il imaginait sa mère préparant le repas avec ce qu'elle trouvait. Il imaginait son père, courbé sous le soleil, travaillant jusqu'à l'épuisement. Et il se demandait s'il avait fait le bon choix, s'il lui en voudrait, s'il comprendrait un jour. À la fin de la 2e semaine, Madame Lenoir, la voisine, était venue frapper à la porte de l'atelier. René avait eu un moment de panique. Elle savait. Elle allait tout révéler. Mais Madame Lenoir s'était contentée de demander à Darcourt s'il avait des nouvelles de la famille Roche. Darcourt avait répondu que non, mais qu'ils allaient sûrement bien. La vieille femme avait hoché la tête, puis était partie. René avait poussé un soupir de soulagement. Son secret tenait encore. Les jours devenaient des semaines. René travaillait du matin au soir. Il ne sortait presque jamais de l'atelier, de peur d'être reconnu et interrogé. Darcourt lui apportait de la nourriture, des vêtements propres, des livres pour qu'il apprenne à mieux lire. Le vieil homme était devenu plus qu'un patron. Il était devenu une sorte de grand-père. Il racontait à René des histoires de son épouse décédée, de sa propre jeunesse, de la guerre qu'il avait vécue. Ces moments de partage aidaient René à tenir. Mais un matin de mai, tout avait failli s'effondrer. Un cousin éloigné d'Émile était passé au village et avait demandé où se trouvait la famille Roche. Les registres de correspondance de la poste locale montrent qu'effectivement,
Un certain Marcel Roche avait envoyé une lettre à Saint-Aubin ce mois-là. Des voisins lui avaient dit qu'ils étaient partis travailler dans les récoltes près de Caen. Mais le cousin avait ajouté « Et le petit René, il est avec eux ». Les voisins avaient hésité. On suppose que oui. Personne ne l'a vu depuis leur départ. Cette conversation était parvenue aux oreilles de Madame Lenoir. Elle s'était mise à réfléchir. René avait disparu le jour du départ. On supposait qu'il les avait rejoints. Mais personne ne l'avait réellement vu monter dans la charrette. Et s'il était resté? La vieille femme avait décidé de mener sa petite enquête. Elle avait demandé aux autres enfants du village s'ils avaient vu René. « Non », avait-il répondu. « Il ne joue plus avec nous depuis des mois. » Madame Lenoir avait alors pensé à Darcourt, le vieil homme qui avait besoin d'aide, et ce garçon qui venait soi-disant lui apporter du pain de la part de sa mère. Tout s'éclairait. Un après-midi, elle avait frappé à la porte de l'atelier. Darcourt avait ouvert, et derrière lui, René était figé de peur. Madame Lenoir avait regardé le garçon, puis Darcourt, puis de nouveau René. « Je savais que tu étais là. » René avait cru que tout était fini, que Madame Lenoir allait prévenir les autorités, qu'on allait le forcer à retrouver sa famille, qu'il avait échoué. Mais la vieille femme s'était accroupie à sa hauteur. « Pourquoi es-tu resté, René ?» René avait hésité, puis avait tout raconté. Le travail secret, la promesse de Darcourt, la décision de sauver l'emploi futur de son père. Madame Lenoir avait écouté en silence, et à la fin, elle avait eu les larmes aux yeux. « Tu es un garçon courageux, trop courageux pour ton âge, mais tu ne peux pas porter ce poids seul. » René avait baissé la tête. « Si vous me dénoncez, tout sera perdu. » Madame Lenoir avait secoué la tête. « Je ne te dénoncerai pas, mais je vais t'aider. » Et à partir de ce jour-là, la vieille femme était venue chaque semaine apporter de la nourriture, des vêtements, et vérifier que René allait bien. Elle était devenue sa protectrice secrète. Les correspondances familiales conservées mentionnent que Madame Lenoir était connue pour son grand cœur et son sens de la justice. Mai s'était transformé en juin. Les commandes affluaient à l'atelier. Grâce à René, Darcourt avait pu honorer tous ses contrats. Le vieil homme rayonnait. « Avec ton aide, nous allons pouvoir agrandir. Quand ton père reviendra, je lui proposerai de devenir mon associé. Nous formerons une vraie équipe. » René avait souri. C'était exactement ce qu'il voulait entendre. Son sacrifice commençait à porter ses fruits. Mais René maigrissait. Le travail était épuisant pour un enfant de 8 ans. Il portait des charges trop lourdes, travaillait des heures trop longues. Darcourt essayait de le ménager, mais le garçon refusait de ralentir. « Je vais bien, monsieur. Je peux continuer. » Madame Lenoir, elle, s'inquiétait. Un soir, elle avait emmené René chez elle et lui avait préparé un vrai repas. Du poulet rôti, des légumes, du pain frais. René avait mangé comme il n'avait pas mangé depuis des semaines. Et pendant qu'il mangeait, il avait enfin posé la question qui le hantait. « Madame Lenoir, est-ce que j'ai bien fait ?» La vieille femme avait pris sa main. « Tu as fait ce que ton cœur te dictait. Et c'est la chose la plus difficile et la plus belle qu'un être humain puisse faire. » René avait pleuré. Il avait pleuré de fatigue, de solitude, d'espoir. Madame Lenoir l'avait serré dans ses bras. « Ta famille sera fière de toi. J'en suis sûr. » René voulait la croire. De toutes ses forces. Début juin, un événement inattendu s'était produit. Darcourt était tombé malade. Une forte fièvre, des frissons, une toux persistante. Les épidémies de grippe étaient courantes à cette époque et particulièrement dangereuses pour les personnes âgées. Les statistiques de santé publique de Normandie montrent qu'en 1924, plusieurs vagues de grippe ont touché la région, causant de nombreux décès parmi les populations fragiles. René avait paniqué. Il ne pouvait pas perdre Darcourt, pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient construit. Il s'était occupé du vieil homme jour et nuit. Il lui apportait de l'eau, des tisanes, des compresses froides. Il fermait l'atelier pour rester à son chevet. Madame Lenoir venait aider, mais c'était René qui refusait de quitter Darcourt. Le garçon dormait sur une chaise à côté du lit, prêt à intervenir au moindre signe de détresse. Darcourt, dans ses moments de lucidité,
regardait ce petit garçon et murmurait « Tu es comme le fils que je n'ai jamais eu ». Pendant 10 jours, Darcourt avait lutté contre la maladie. René avait prié. Il ne priait jamais d'habitude, mais là, il avait prié. Il avait promis à tous les saints qu'il serait encore plus courageux, encore plus fort, si seulement Darcourt survivait. Et lentement, miraculeusement, le vieil homme avait commencé à aller mieux. La fièvre était retombée. La toux s'était calmée. Darcourt avait ouvert les yeux un matin et avait souri. « Tu m'as sauvé la vie, mon garçon. » Mais René, lui, était épuisé. Le stress, le manque de sommeil, le travail constant avaient épuisé ses réserves. Quelques jours après que Darcourt eut commencé à se rétablir, René s'était effondré. Il avait fait quelques pas dans l'atelier, puis s'était senti étourdi. Tout était devenu flou. Il avait entendu Darcourt crier son nom, puis plus rien, le noir. Quand René avait rouvert les yeux, il était dans le lit de Madame Lenoir. La vieille femme lui tenait la main, le visage inquiet. « Tu nous as fait une belle frayeur, mon petit. » René avait essayé de se lever, mais il n'avait plus de force. Il tremblait, fiévreux. Madame Lenoir l'avait obligé à rester allongé. « Tu as attrapé la maladie de Monsieur Darcourt. Tu dois te reposer maintenant. » René avait murmuré. « Mais l'atelier, les commandes. » Madame Lenoir avait secoué la tête. « L'atelier peut attendre. Toi, tu ne peux pas. » René avait dérivé entre conscience et inconscience pendant plusieurs jours. Il faisait des cauchemars. Il voyait sa famille rentrer et découvrir que l'atelier était fermé. Il voyait son père le regarder avec déception. Il voyait Lucienne pleurer. Il se réveillait en sueur, appelant sa mère. Madame Lenoir le calmait, lui donnait à boire, lui chantait des berceuses comme elle l'aurait fait pour son propre enfant. Et c'est dans cet état, faible, fiévreux, oscillant entre le rêve et la réalité, que René se trouvait quand, un après-midi de juin, des voix familières résonnèrent dans la rue. Des voix qu'il n'avait pas entendues depuis 2 mois. Des voix qui faisaient battre son cœur plus fort que n'importe quelle fièvre. La voix grave de son père, la voix douce de sa mère, et surtout, la voix cristalline de Lucienne. Sa famille était de retour, et lui, René, n'était pas là pour les accueillir. Émile Roche descendit de la charrette devant sa maison de Saint-Aubin-sur-Mer, avec un mélange de soulagement et d'appréhension. 2 mois, 2 longs mois de travail épuisant dans les champs, sous un soleil de plomb, pour un salaire qui permettrait à peine de tenir jusqu'à l'automne. Mais ils étaient vivants, ensemble, enfin presque. Blanche tenait Lucienne par la main. La petite fille avait grandi. Son visage était plus bronzé, ses mains calleuses. Elle avait travaillé elle aussi, ramassant ce qu'elle pouvait. Les archives agricoles de la région de Caen confirment que les familles entières, enfants compris, participaient aux récoltes pour maximiser les revenus. La première chose qu'Émile remarqua fut le silence. Leur maison semblait intacte, ce qui était déjà un soulagement. Tant de familles revenaient pour découvrir leurs biens volés, leurs portes fracturées. Mais quelque chose manquait. Quelqu'un manquait. Blanche avait posé la question que tous pensaient. « Où est René ?» Émile avait froncé les sourcils. Il devrait être là. Madame Lenoir devait s'occuper de lui. Lucienne avait couru vers la porte. « René, René, nous sommes rentrés. » Pas de réponse. Émile avait senti la panique monter. Il était allé frapper chez Madame Lenoir. Pas de réponse non plus. Puis chez les voisins. Personne. Le village semblait étrangement vide. Blanche commençait à trembler. « Émile, où est notre fils? Où est René ?» Émile essayait de garder son calme, mais son cœur battait à tout rompre. Il avait pensé à l'atelier de Darcourt. C'était le seul endroit où René avait parlé d'aller parfois. Peut-être que Darcourt saurait quelque chose. Il s'était dirigé vers la menuiserie, Lucienne courant devant eux. L'atelier était fermé, les volets clos. Émile avait frappé à la porte. « Monsieur Darcourt, c'est Émile Roche, vous êtes là. » Un long silence, puis des pas lents. La porte s'était entr'ouverte, et Darcourt était apparu. Il était pâle, amaigri, visiblement affaibli. Émile l'avait regardé avec surprise. « Monsieur Darcourt, vous allez bien ?» Darcourt avait hoché faiblement la tête. « J'ai été malade. Mais je vais mieux maintenant. » Blanche s'était avancée. « Monsieur Darcourt, notre fils René. L'avez-vous vu ?
Nous pensions que Madame Lenoir s'occupait de lui, mais nous ne le trouvons nulle part. » D'Harcourt avait fermé les yeux un instant. Son visage exprimait une douleur qui n'avait rien à voir avec sa maladie récente. Quand il avait rouvert les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. « Il faut que je vous dise quelque chose que René m'a fait promettre de garder secret. Mais vous devez savoir maintenant. » Émile et Blanche s'étaient regardés, terrifiés. D'Harcourt les avait fait entrer dans l'atelier. Il s'était assis, épuisé, et avait commencé à raconter. Tout. Le travail secret de René depuis novembre. Les mensonges pour protéger sa famille. La décision de rester quand ils étaient en partie. Les 2 mois où le garçon avait travaillé sans relâche pour maintenir l'atelier ouvert. La maladie de d'Harcourt. L'effondrement de René. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur des parents. Blanche avait porté sa main à sa bouche, étouffant un sanglot. René a fait ça. Il est resté seul. Un enfant de 8 ans. Émile était devenu blanc. Ses mains tremblaient. Où est-il maintenant? D'Harcourt avait répondu d'une voix brisée. Chez Madame Lenoir. Il est tombé malade il y a 1 semaine. Elle s'occupe de lui. Il est faible, très faible, mais il est vivant. Blanche n'avait pas attendu. Elle était sortie en courant, Lucienne sur ses talons. Émile avait regardé d'Harcourt, incapable de parler. Le vieil homme avait simplement dit « Votre fils est un héros. Il a sacrifié son enfance pour vous. » Blanche avait couru comme jamais elle n'avait couru. Ses poumons brûlaient, ses jambes tremblaient, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle avait atteint la maison de Madame Lenoir et avait tambouriné à la porte. « Madame Lenoir. C'est Blanche Roche, mon fils. Où est mon fils ?» La porte s'était ouverte immédiatement. Madame Lenoir, les yeux rougis, avait dit « Il est là. Il vous attend depuis 2 mois. » Blanche était entrée, suivie d'Émile et de Lucienne. Dans la petite chambre du fond, sur un lit trop grand pour lui, René était allongé. Ses yeux étaient fermés, sa respiration saccadée. Il était si maigre, si pâle, si fragile. Blanche s'était effondrée à genoux à côté du lit. « René, mon bébé, René. » Le garçon avait ouvert lentement les yeux. Il avait mis quelques secondes à comprendre. Puis il avait vu sa mère, son père, et Lucienne qui grimpait déjà sur le lit pour le serrer dans ses bras. René avait essayé de parler, mais sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Maman, papa, vous êtes revenus. » Blanche pleurait, caressant le visage de son fils. « Oui, mon chéri, nous sommes là. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» René avait fermé les yeux, des larmes coulant silencieusement. « Parce que je voulais que papa ait un travail, que nous ayons une maison, que nous restions ensemble. » Sa voix s'était brisée. « Je ne voulais pas qu'on perde tout. » Émile s'était agenouillé lui aussi. Il avait pris la petite main de son fils dans les siennes, des mains d'homme usées par le travail, des mains qui tremblaient maintenant comme celles d'un enfant. « René, tu n'avais pas à faire ça. Tu es un enfant. C'est moi qui dois protéger la famille. » René avait secoué faiblement la tête. « Mais papa, qui protège quand personne ne peut? J'ai vu que vous pleuriez la nuit. J'ai vu maman vendre son alliance. J'ai entendu monsieur d'Harcourt dire qu'il fermerait si personne ne l'aidait. Alors j'ai décidé d'aider. » Lucienne, qui était restée silencieuse jusque-là, avait sorti quelque chose de sa poche. Le jumeau du coquillage qu'elle avait donné à René. Elle l'avait gardé tout ce temps, le serrant chaque soir avant de dormir. Elle l'avait posé dans la main de son frère. « Je l'ai gardé pour toi. Pour qu'on soit toujours ensemble, même séparés. » René avait regardé le coquillage, puis celui qu'il avait dans sa propre poche. Il les avait rapprochés. « Ensemble », avait-il murmuré. Madame Lenoir, debout dans l'embrasure de la porte, pleurait elle aussi. Elle avait vu tant de choses dans sa longue vie, mais jamais un courage comme celui de ce petit garçon. Elle s'était approchée et avait dit à Blanche « Il a travaillé comme un homme. Il a soigné monsieur d'Harcourt quand il était malade. Il n'a jamais abandonné. Même quand il était épuisé, même quand il avait faim, même quand il pleurait la nuit. Il pensait à vous, toujours à vous. » Les jours suivants furent un mélange de soulagement et de culpabilité pour Émile et Blanche. René se remettait lentement, entouré de l'amour de sa famille. Mais ses parents portaient le poids de ce que leur fils avait enduré.
Blanche ne dormait plus. Elle restait assise à côté du lit de René, tenant sa main, lui chantant des berceuses comme quand il était bébé. Émile, lui, passait ses journées à l'atelier avec Darcourt. Le vieil homme lui montrait tout ce que René avait accompli. Les commandes honorées, les clients satisfaits, le travail impeccable. Un après-midi, alors que René commençait à retrouver des forces, Darcourt était venu lui rendre visite avec Émile. Le vieil homme s'était assis sur le bord du lit. « René, grâce à toi, j'ai pu sauver mon atelier. Et maintenant, grâce à toi, je peux offrir à ton père ce que je lui avais promis. Un vrai travail. Une vraie place. » Émile avait posé sa main sur l'épaule de son fils. « Monsieur Darcourt me propose de devenir son associé, de transformer l'atelier en une vraie entreprise familiale. Et tout ça, c'est grâce à toi, mon fils. » René avait souri faiblement. « Alors j'ai réussi. Papa a un travail. » Émile avait hoché la tête, incapable de parler. Blanche avait serré son fils contre elle. « Tu as plus que réussi, mon chéri. Tu as sauvé notre famille. Mais promets-moi une chose. Promets-moi que tu ne porteras plus jamais un tel fardeau seul. Promets-moi que tu nous parleras, que tu nous feras confiance. » René avait hoché la tête. « Je promets, maman. » Lucienne, qui avait écouté en silence, avait grimpé sur le lit et s'était blottie contre son frère. « Tu es mon héros, René, plus fort que tous les chevaliers des histoires. » René avait ri, un rire faible mais sincère. « Non, Lucienne. Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. » Émile l'avait regardé avec des yeux brillants de larmes. « C'est exactement ça qu'est un héros, mon fils. Quelqu'un qui fait ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand ça fait mal. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 2 mois, René dormit profondément, sans cauchemar, sans peur, sans ce poids écrasant sur sa poitrine. Sa famille était là, ensemble, et l'avenir, pour la première fois depuis longtemps, semblait un peu moins sombre, un peu moins effrayant, parce qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils s'aimaient, et parce qu'un petit garçon de 8 ans leur avait montré que même face à l'impossible, l'amour et le courage pouvaient tout surmonter. La convalescence de René dura 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles Blanche ne quitta pratiquement pas son chevet. Elle lui préparait des bouillons, lui lisait des histoires, lui chantait les mêmes berceuses qu'elle lui chantait quand il était bébé. Émile venait chaque soir après le travail à l'atelier, rapportant des nouvelles. Les commandes continuaient d'affluer. Monsieur Darcourt était impressionné par la réputation que l'atelier avait acquise grâce au travail de René. Les clients parlaient de la qualité exceptionnelle des meubles, de la précision du travail. « Tout ça grâce à toi, mon fils », répétait Émile avec une fierté mêlée de tristesse. Lucienne passait ses journées avec son frère. Elle lui racontait tout ce qu'elle avait vécu pendant ces 2 mois dans les champs. Les autres enfants avec qui elle avait joué, les chansons qu'elle avait apprises, les étoiles qu'elle avait observées le soir. Mais toujours, elle terminait en disant « Mais tu me manquais, René. Chaque jour, je pensais à toi. Je me demandais où tu étais, ce que tu faisais. Je ne savais pas que tu étais en train de sauver notre famille. » René écoutait, touché. Il avait imaginé ces moments, seul dans l'atelier, et maintenant il les vivait vraiment. En juillet 1924, René put enfin se lever. Il était encore faible, ses jambes tremblaient, mais il insista pour retourner voir l'atelier. Émile l'accompagna, le tenant par l'épaule. Quand ils arrivèrent, Darcourt les attendait sur le pas de la porte. Le vieil homme sourit en voyant René. « Bienvenue chez toi, jeune maître menuisier. » René rougit. « Je ne suis pas un maître, monsieur Darcourt. » Le vieil homme secoua la tête. « Peut-être pas encore. Mais un jour tu le seras. Et ce jour-là, cet atelier portera ton nom. » C'est à ce moment-là qu'Émile révéla sa décision. Il avait longuement parlé avec Darcourt, et ensemble, ils avaient élaboré un plan. L'atelier ne s'appellerait plus simplement Menuiserie Darcourt. À partir d'août 1924, une nouvelle enseigne fut installée. Atelier Roche et Darcourt, menuiserie et ébénisterie. Les registres du commerce de Saint-Aubin-sur-Mer attestent de cette modification officielle. Ce n'était pas juste un changement de nom.
C'était une reconnaissance, une promesse, un héritage en construction. René regarda l'enseigne, les larmes aux yeux. « C'est grâce à toi, papa. » Émile posa sa main sur la tête de son fils. « Non, mon garçon, c'est grâce à toi. Tu as gardé ce navire à flot quand personne d'autre ne pouvait. Maintenant, c'est à moi de continuer ce que tu as commencé. » D'Harcourt ajouta, « Et un jour, quand tu seras grand, ce sera à toi de reprendre le flambeau. » René hocha la tête, une détermination nouvelle dans le regard. « Je serai prêt, promit-il. » Les mois suivants transformèrent la famille Roche. Émile travaillait avec passion aux côtés de d'Harcourt. Les deux hommes formaient une équipe formidable. L'expérience du vieil artisan combinée à la force et à l'habileté d'Émile créait des meubles d'une qualité remarquable. Les commandes venaient non seulement de Saint-Aubin, mais aussi des villages voisins, et même de Caen. Blanche, soulagée de voir son mari épanoui, avait repris ses activités de couture, mais cette fois par plaisir et non par nécessité désespérée. L'argent rentrait régulièrement, modestement, mais suffisamment. René, lui, retourna à l'école. Il avait perdu plusieurs mois, mais son instituteur, touché par son histoire, l'aida à rattraper son retard. Les archives scolaires de l'école primaire de Saint-Aubin mentionnent que René Roche était un élève appliqué, particulièrement doué en calcul et en géométrie, des compétences essentielles pour un futur menuisier. Mais chaque mercredi et chaque samedi, René revenait à l'atelier. Pas pour travailler comme avant, mais pour apprendre. Vraiment apprendre. D'Harcourt lui enseignait les secrets du métier. Comment choisir le bon bois, comment lire les veines, comment sentir si une planche est saine ou malade. Lucienne, fascinée par le travail de son frère et de son père, passait elle aussi du temps à l'atelier. Elle dessinait les meubles, imaginait des motifs, proposait des idées. D'Harcourt riait de bon cœur. « Nous avons peut-être une future designer ici. » Blanche souriait en les regardant tous, sa famille, unie, vivante, plus forte que jamais. Tout ce qu'elle avait failli perdre, tout ce que René avait protégé au prix de tant de sacrifices. L'automne 1924 apporta une nouvelle bouleversante. Madame Lenoir tomba gravement malade. La vieille femme qui avait été la gardienne secrète de René, qui l'avait protégée et soignée, s'éteignait doucement. René lui rendit visite chaque jour. Il lui tenait la main, lui racontait ce qui se passait à l'atelier, lui parlait de ses rêves d'avenir. Un après-midi de novembre, Madame Lenoir lui dit d'une voix faible, « René, tu m'as donné une raison de me battre cet été. En te voyant si courageux, j'ai retrouvé ma propre force. Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. » Madame Lenoir mourut paisiblement en décembre 1924. Toute la famille Roche assista aux funérailles. René pleura, mais c'était des larmes de gratitude. Cette femme l'avait aimé comme son propre petit-fils. Elle avait gardé son secret. Elle l'avait nourri, soigné, protégé. Sans elle, il n'aurait peut-être pas survécu. Les registres paroissiaux de Saint-Aubin confirment le décès de Madame Veuve Lenoir en décembre 1924 et mentionnent qu'elle fut enterrée avec les honneurs dus aux bienfaiteurs du village. Les années passèrent. René grandit. À 16 ans, en 1932, il était devenu un menuisier accompli. D'Harcourt, maintenant âgé de 71 ans, prenait progressivement sa retraite, confiant de plus en plus de responsabilités à Émile et à René. L'atelier prospérait. En 1935, lorsque d'Harcourt mourut paisiblement dans son sommeil, il légua sa part de l'atelier à la famille Roche. L'enseigne fut modifiée une dernière fois. Atelier Roche et Fils. René avait alors 21 ans. Il était devenu l'homme que d'Harcourt avait entrevu dans ce garçon de 8 ans, qui frappait à sa porte par une froide matinée de novembre. Lucienne, 18 ans, s'était mariée avec un forgeron du village voisin. Elle avait gardé sa passion pour le design et créait de magnifiques motifs que René intégrait dans ses meubles. Émile, maintenant dans la cinquantaine, travaillait toujours avec son fils, heureux et fier. Blanche, un jour de printemps 1936, sortit une vieille boîte du grenier. À l'intérieur, soigneusement conservée, se trouvait la photographie prise en avril 1924. La famille se rassembla autour de la table de la cuisine pour la regarder. 12 ans avaient passé.
12 ans depuis ce jour où tout avait basculé. René observa cette image. Lui, petit garçon maigre, presque caché, tenant dans sa poche une clé et un coquillage. Sa sœur, innocente et souriante. Ses parents, inquiets mais déterminés. « Tu sais ce que je vois maintenant », dit Émile en regardant la photo. « Je vois un garçon qui a compris quelque chose que beaucoup d'adultes ne comprennent jamais. Que l'amour n'est pas juste un sentiment, c'est un choix. Un choix difficile. Un choix qui demande du courage. » René hocha la tête ému. « J'avais si peur ce jour-là. Peur de faire le mauvais choix. Peur de vous perdre. » Blanche caressa la joue de son fils. « Maintenant un homme. Mais tu ne nous as pas perdus. Tu nous as sauvés. Et tu nous as appris que même les plus petits d'entre nous peuvent accomplir les plus grandes choses. » La Seconde Guerre mondiale éclata en 1939. René, alors âgé de 23 ans, fut mobilisé comme tant d'autres jeunes hommes de France. Mais cette fois, il ne partit pas seul dans l'ombre. Il partit avec les bénédictions de sa famille, l'expérience de ses années à l'atelier et surtout, la certitude qu'il reviendrait. Parce qu'il avait déjà survécu à sa propre guerre. Une guerre silencieuse menée par un enfant de 8 ans contre la pauvreté, contre la désespérance, contre l'impossible. René survécut à la guerre. Il revint en 1945, blessé mais vivant. L'atelier avait été partiellement détruit par les bombardements, mais les fondations tenaient bon. Avec l'aide de Lucienne et de son mari, avec le soutien des villageois qui se souvenaient de ce petit garçon courageux, René et Émile reconstruisirent. Pierre par pierre, planche par planche, comme René l'avait fait 20 ans plus tôt, seul dans l'ombre. En 1952, René épousa une jeune femme de Caen nommée Marguerite. Ils eurent 3 enfants. L'aîné, un garçon, fut nommé Henri en l'honneur de Monsieur d'Harcourt dont le prénom complet était Henri Victor. L'atelier continua de prospérer. René forma ses propres apprentis, transmettant non seulement les techniques de menuiserie, mais aussi les leçons de vie que ses propres sacrifices lui avaient enseignées. Émile mourut en 1963, à l'âge de 70 ans, entouré de sa famille. Ses derniers mots furent pour René. « Tu as été le meilleur fils qu'un homme puisse espérer. Tu m'as appris que la force ne vient pas de la taille ou de l'âge, mais du cœur. » Blanche le suivit 2 ans plus tard, en 1965. Elle partit paisiblement, tenant dans sa main le coquillage que Lucienne avait donné à René en 1924 et qu'il avait gardé toute sa vie. René continua de travailler jusqu'à ses 70 ans. En 1986, il transmit officiellement l'atelier à son fils Henri. Ce jour-là, il sortit la vieille photographie de 1924 et la montra à ses petits-enfants. Il leur raconta son histoire. Pas avec de la fierté, mais avec de l'humilité. Il leur expliqua qu'il n'était pas un héros, qu'il était juste un enfant effrayé qui avait fait de son mieux, mais que parfois, faire de son mieux est la chose la plus héroïque qu'on puisse accomplir. René Roche mourut en 1998, à l'âge de 82 ans. Il avait vécu une longue vie, riche et bien remplie. Mais ceux qui le connaissaient savaient que les fondations de cette vie avaient été posées pendant ces 2 mois de solitude, en 1924. Ces 2 mois où un petit garçon avait porté le poids du monde sur ses épaules, et avait tenu bon. Aujourd'hui, l'atelier Roche et Fils existe toujours à Saint-Aubin-sur-Mer. Il est maintenant dirigé par l'arrière-petit-fils de René. Sur le mur du bureau, dans un cadre simple, se trouve la photographie d'avril 1924. Les clients la remarquent souvent. Ils demandent qui sont ces gens. Et le propriétaire actuel leur raconte l'histoire. L'histoire d'un garçon qui est resté quand tous sont partis. Qui a sacrifié son enfance pour sauver l'avenir de sa famille. Qui a prouvé que même les plus petits actes de courage peuvent changer le cours de vies entières. La photographie n'est pas dans un musée. Elle n'est pas dans une archive publique. Elle est là où elle a toujours appartenu. Dans le cœur d'une famille. Dans la mémoire d'un atelier. Dans l'héritage d'un garçon qui a compris, bien trop jeune, que l'amour véritable exige parfois le sacrifice le plus douloureux. Et que ce sacrifice, aussi lourd soit-il, peut devenir la plus belle des victoires. Avant de refermer cette histoire, rappelons une chose essentielle. Parfois, les choix les plus lourds ne sont pas faits par les plus forts, mais par les plus silencieux. Cette histoire fictive, dramatisée et inspirée de réalités humaines bien documentées,
nous rappelle que l'amour véritable n'est pas seulement une promesse, mais un acte, souvent invisible, souvent incompris, mais profondément transformateur. Et vous, à la place de René, auriez-vous eu le courage de garder un tel secret pour protéger votre famille? Pensez-vous qu'un enfant peut ressentir un sens du devoir plus fort que celui de certains adultes? Y a-t-il dans votre histoire familiale un sacrifice silencieux qui n'a jamais vraiment été raconté? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires le mot « sacrifice ». C'est notre façon de savoir que cette histoire vous a accompagné jusqu'au dernier instant. Dites-nous aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille ou de vos ancêtres. Elle pourrait inspirer une prochaine histoire sur cette chaîne. Merci sincèrement pour votre confiance et votre écoute. Si ce récit vous a touché, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires, et à partager ou commenter pour faire vivre ces mémoires. Vous pouvez également cliquer sur la carte finale pour continuer ce voyage à travers d'autres histoires humaines, discrètes mais essentielles.